Je vais appeler sur cette estrade Nathalie Chang, qui est directrice associée du bureau d'études Tribunergie. Voilà. Et puis Isabelle Lardin, qui est chargée de mission économie circulaire à la ville de Paris. Ça tombe bien, on est à Paris. Et vous allez nous parler d'un projet qui s'appelle la Maison des Canaux. Ça va nous permettre d'aborder la thématique de l'économie circulaire et de la rénovation des bâtiments patrimoniaux. Moi, je la connais, cette Maison des Canaux. C'est vrai que c'est assez génial comme projet et on va en savoir plus donc avec vous. Vous avez une petite vingtaine de minutes et après on reviendra donc avec des questions dans la salle sur l'intervention d'Emmanuel Pat et puis des questions évidemment sur cette présentation. Voilà, à vous. Merci. Je vais vous présenter donc avec Nathalie la réhabilitation de la Maison des Canaux, qui est un démonstrateur en termes de sobriété matériaux, sobriété énergétique et aussi qui a recours en fait à la solidarité. Alors tout d'abord, c'est un bâtiment qui a été construit en 1882, qui accueillait donc l'ancien service des canaux de la ville de Paris, qui a déménagé en 2010. Et donc pendant 6-7 ans, la ville a réfléchi aux différents usages qui pouvaient être donnés à ce bâtiment et a décidé en 2017 de le réhabiliter et d'y installer l'association Les Canaux pour faire rayonner, accompagner tous les acteurs de l'économie sociale, solidaire, environnementale et économie circulaire. Le bâtiment devait donc être réhabilité, puisque vous avez compris, il a eu 6 ou 7 ans d'inoccupation, et réhabilité suivant les principes même de cette association et de ses valeurs, c'est-à-dire un démonstrateur en termes d'économie circulaire et des travaux qui recourent de façon privilégiée aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il s'est réalisé en 2 phases. Tout d'abord parce qu'il y avait une volonté politique de pouvoir permettre à l'association d'être installée le plus tôt possible. C'est pour cette raison que la première phase a consisté à rénover, aménager le 1er et 2e étage. Et une 2e phase dans laquelle on a fait une réhabilitation plus en profondeur, notamment avec la réhabilitation donc, du rez-de-chaussée, du sous-sol, mais aussi on a travaillé sur la performance énergétique, la refonte du chauffage, et puis aussi le besoin en fait que durant ces 2-3 années d'activité de l'association, de disposer d'une terrasse pérenne pour pouvoir du coup accueillir donc, des activités, des événements, mais aussi pour permettre l'accessibilité universelle de ce bâtiment. Alors la première phase a débuté en 2017 et c'était un véritable laboratoire du réemploi. Vous l'avez compris, nous avions donc une volonté politique de pouvoir ouvrir ce bâtiment le plus tôt possible. C'est pour cette raison que côté Ville de Paris, nous avons assumé à la fois la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Et nous avons fait appel à un collectif d'architectes pour la partie scénographie et puis tout ce qui était la convivialité et l'aménagement. Nos entreprises de travaux étaient ceux de nos accords cadres classiques. Et pour ce laboratoire du réemploi, nous avons constitué un groupe d'experts pour nous aider à mettre en place les différentes méthodologies pour du coup accompagner notre entreprise tout corps d'État. Alors en termes d'économie circulaire, donc, nous avons privilégié tout d'abord la conservation de l'existant avec une restauration et mise en valeur des murs du bâtiment. Et puis nous avons également transformé les mobiliers existants pour répondre aux nouveaux usages. Donc la première chose, c'est d'abord s'appuyer sur l'existant. Et en termes d'approvisionnement, nous avions fait le choix à ce moment-là de privilégier les matériaux et produits issus du réemploi, biosourcés et labellisés. Et en termes d'approvisionnement, 95% en masse étaient constitués de ces matériaux avec ces caractéristiques environnementales. Pour la partie déchets, nous avions donc mesuré avec une balance tous les déchets sortants et nous avons aussi privilégié le réemploi, la réutilisation et le recyclage avec le hasard des chiffres, un taux de valorisation matière de 95%. En termes d'insertion, nous avons notamment donc mobilisé des acteurs pour s'approvisionner et transformer les mobiliers. Donc 20 entreprises de l'économie sociale et solidaire du Grand Paris ont participé et nous avons eu le prix territorial de bronze. La deuxième réhabilitation, et qui concerne du coup Tribunergie, c'est celle plus en profondeur de réhabilitation du rez-de-chaussée, du sous-sol et de l'amélioration des performances énergétiques et la création de la terrasse. Donc pour cela, en fait, nous n'avions pas nécessairement la compétence interne au niveau de la ville. Donc nous avons fait appel à un marché de conception-réalisation
dont le mandataire est la Scope d'architecture Grand 8, qui est située dans le 19e arrondissement, pas très loin de la Maison des Canaux. Nous avons passé un marché spécifique de bureaux de contrôle, puisque comme vous l'avez compris, notre objectif était d'en faire un démonstrateur, et donc la possibilité de recourir à des techniques non courantes. Et donc l'objectif, c'était d'avoir un bureau de contrôle ouvert à ces techniques et en capacité de raisonner autrement que le respect strictement des règles de l'art et des DTU. Nous avons fait appel à Tribu Énergie pour nous aider sur la partie performance énergétique, mais également pour réaliser donc une analyse du cycle de vie des travaux réalisés pour évaluer donc les impacts carbone de notre projet. Et enfin, et vous comprendrez à la fin de notre présentation, comme il s'agit d'un démonstrateur et que la volonté de la Ville de Paris est de pouvoir partager et s'aimer l'ensemble du retour d'expérience de ce projet-là, nous avons fait appel à un bureau de communication, White Times Records, sur un site internet dans lequel nous sommes en train encore de formaliser tout notre retour d'expérience pour le partager au plus grand nombre. En termes de partenaires, donc, nous avons fait du réemploi de poutrelles métalliques soumis à garantie décennale pour la structure de la terrasse, et nous étions accompagnés par le projet européen FCRBE, donc notamment par Bellastock. Nous avons réalisé aussi un essai au feu, je vous expliquerai un peu plus concrètement dans quel contexte, et c'est le CSTB en fait qui l'a réalisé pour notre compte. Et bien évidemment, nous étions accompagnés par Ecopolis dans le cadre de la démarche BDF. Nous avons eu donc la reconnaissance OR pour la phase conception, réalisation, et en septembre, nous allons passer devant la commission pour la phase exploitation. Alors, le programme des travaux de cette deuxième phase, donc un grand travail qui a été réalisé avec Tribu Énergie sur l'amélioration globale de la performance énergétique. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, la mission avait commencé par un audit énergétique et économie circulaire du site afin de déterminer quels étaient les travaux en termes pour améliorer cette performance. Ce qui était intéressant, c'est qu'initialement, il y avait une volonté de mettre une pompe à chaleur sur l'eau des canaux, mais que malheureusement, on n'a pas pu faire parce que l'eau des canaux descend à des températures très très basses en hiver. Et c'est la raison pour laquelle on a basculé sur un système énergétique plutôt biomasse, mais en tout cas avec une volonté d'isoler prioritairement tout le bâtiment de manière à ce qu'il soit avec un maximum de sobriété. Tout à fait. Réaménagement donc, du rez-de-chaussée et du sous-sol. L'association donc, avait la volonté d'avoir un espace convivial qui permette d'accueillir à la fois des mini-groupes de travail, des conférences, des cocktails, etc. Donc du coup, l'objectif, c'était un aménagement adaptable par rapport aux différents usages, et puis un sous-sol pour la partie technique et la chaudière. Et enfin, la construction d'une terrasse sur le quai, donc une terrasse durable, en fait, qui permet d'avoir une rampe extérieure pour permettre à tous de pouvoir accéder à ce bâtiment, et puis créer un espace de rencontre hospitalier. Alors, en termes d'ambition environnementale, vous l'avez bien compris, démonstrateur en termes d'économie circulaire, donc l'amélioration globale de la performance énergétique, mais également donc, la création d'un guide, donc une sorte de fil rouge de pensée pour du coup challenger l'équipe de maîtrise d'œuvre et les entreprises de travaux sur les grands principes de l'économie circulaire. Ce guide que j'ai conçu a été réalisé à partir des différents groupes de travail auxquels je participe au niveau national, avec comme premier principe la sobriété. Sobriété, donc matériaux, énergie et eau, et privilégier au maximum la conservation de l'existant ou sa restauration. Quand ce n'est pas possible et qu'on est obligé de s'approvisionner en matériaux nouveaux, donc là, il y avait une hiérarchie en termes d'approvisionnement, avec un premier groupe qui était constitué des matériaux et produits donc, à faible impact carbone et environnemental, c'est-à-dire ceux issus de seconde vie, biosourcés ou qui ont plus de 10% de matières recyclées. Ce choix de 10% avait été vu avec l'ensemble des organisations professionnelles pour que ça soit à la fois réaliste et ambitieux. Bien évidemment, si la maîtrise d'œuvre nous propose avec l'entreprise un matériau qui ne répond pas à ce premier groupe, elle devait donc nous le justifier pour décider de passer au deuxième groupe, qui sont donc les produits et matériaux qui sont recyclables, et pareil, le justifier si on passait au troisième groupe, qui sont les produits labellisés, qui disposent d'une fiche de déclaration environnementale ou d'une ACV vérifiée.
Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le programme de travaux, c'est privilégier l'adaptabilité de l'aménagement de la salle de rez-de-chaussée, donc avec le moins de consommation de matière, donc des équipements qui soient adaptables et qui peuvent avoir différents usages. Anticiper la fin de vie, l'entretien, la maintenance, avec des équipements qui soient démontables, pour que du coup ça soit facile à remplacer et qu'on ne soit pas obligé de tout démonter, et puis éventuellement envisager le réemploi ou la réutilisation future. Et puis pour tout ce qui était produits, matériaux et déchets sortants du chantier, favoriser en premier lieu le réemploi, la réutilisation et à défaut le recyclage. Soutenir, donc ça c'était soutenir les entreprises d'insertion, vous avez compris, c'est le côté solidaire de la réhabilitation de la maison des canaux. Et puis également mettre en valeur les savoir-faire manufacturiers des acteurs locaux. Donc nous avions privilégié, donc, dans le cadre du groupement, de s'appuyer sur les acteurs du territoire et notamment d'Île-de-France et proche de Paris. Et proposer une architecture démonstratrice et fédératrice des acteurs des pratiques durables. Alors je vais vite parce qu'il y a une petite inversion de slide. Passer d'abord par les critères de sélection du marché avant de proposer le groupement, présenter le groupement. Donc cette volonté de la ville de Paris d'en faire un démonstrateur a conduit à avoir des critères de sélection très volontaristes en termes d'économie circulaire et d'enjeux environnementaux et sociaux. Tout d'abord avec la phase candidature où donc on avait donc donné comme poids 60% sur la compétence en matière d'économie circulaire, d'éco-conception et également en matière d'insertion, et 40% sur la capacité technique des groupements. Et ce qui est encore le plus surprenant, c'est sur la phase offre, puisque du coup nous avions décidé de fixer pour le critère prix seulement 10%. L'enveloppe de notre projet était connue de la part des candidats, ils devaient le respecter. C'est pour cette raison que du coup, ils étaient challengés qu'à hauteur de 10%. Les 90% étaient donc consacrés en termes de critères à un projet durable, éco-responsable, et puis bien évidemment à la qualité fonctionnelle et technique du projet. Alors je vais revenir en arrière. Et donc la composition du groupement proposé et lauréat de ce marché de conceptualisation, c'est donc le groupement qui est donc organisé par la Scope d'architecture Grand 8. Vous avez donc l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est majoritairement composée d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et vous avez en dessous donc l'ensemble des prestataires, entreprises de travaux et sous-traitants qui sont également majoritairement de l'économie sociale et solidaire, avec un point d'orgue, c'est-à-dire que plus de 60% du montant des travaux est réalisé par des entreprises d'insertion. Alors maintenant, on va vous présenter de façon un peu plus concrète ce qui a été mis en œuvre dans le cadre de ce démonstrateur. Tout d'abord sur la sobriété en matériaux. Comme je vous l'ai dit, la priorité, c'est conserver l'existant. Donc on a restauré et mis en valeur les murs. On a par exemple déposé les carrelages au sol soigneusement et ils ont été utilisés en carrelage muraux au niveau des toilettes. Donc on a à chaque fois cherché à d'abord conserver l'existant, les parquets, les dalles de sol, etc. En termes d'éco-conception et d'isolation, donc au rez-de-chaussée, donc nous devions isoler le bâtiment, comme nous l'avait conseillé Tribu Énergie. Et pour cela, donc, nous avons fait appel à une technique qui nous a proposé la société Grand 8 de faire une isolation avec latibois et puis enduit plâtre. C'est aujourd'hui une solution qui n'est pas proposée par la réglementation en termes de la réglementation incendie. Et pour cette raison, donc, nous avons piloté donc, un essai au feu avec le CSTB. Et nous avons challengé le CSTB pour du coup privilégier pour les latibois les performances techniques du bois afin de pouvoir recourir à des latibois issus du réemploi. L'intérêt de cette technique, après on l'expliquera d'un point de vue performance énergétique, mais sur la partie sobriété en matériaux, c'est que du coup vous ne faites pas appel à des produits manufacturés, vous n'avez pas besoin de faire une finition supplémentaire, puisqu'avec l'enduit, vous pouvez faire tout de suite votre finition, pas besoin de rajout de peinture, et du coup, en impact carbone, c'est performant. On est bien sûr en isolation par l'intérieur. Comme le bâtiment est patrimonial, tout le bâtiment a été isolé côté intérieur. Exactement. On précisera les performances des isolants dans un deuxième temps.
En termes d'approvisionnement en matériaux de réemploi et de réutilisation, donc là vous avez une petite présentation des différents ouvrages dans lesquels on a utilisé donc des matériaux issus du réemploi et de la réutilisation. Donc je vais parler tout d'abord de la terrasse. Tout à l'heure, vous parliez donc en termes de problématiques liées au confort d'été, donc de terrasse avec un treillage en bois. Donc là, c'est un treillage qui est fait à partir des portes de réemploi, des portes palières issues des bailleurs sociaux et qui était réalisé par Atelier Rare et à travers fil. Toute la terrasse, le sol de la terrasse, la rampe d'accès extérieure, la calade est en pierre sèche, à partir à la fois des pierres de démolition à l'intérieur du bâtiment, mais également en fait de tous les pavés et granit issus des voiries parisiennes. Nous avons une plateforme à Paris, à Bonneuil, dans lequel en fait on récupère ces pavés, on les remet en état pour pouvoir les utiliser sur la voirie, mais également là, dans ce cadre-là, pour réaliser une rampe d'accès. Le platelage de la terrasse est également fait à partir des tenants des portes palières et nous avons fait toute la structure de la terrasse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'appui de FCRBE et notamment de Bellastock, en poutrelle métallique de réemploi qui provient d'un autre chantier, donc d'un hangar situé donc, à Bondy, qui donc a été démonté par Sequano proprement. Et donc nous avons récupéré les poutrelles métalliques, nous les avons adaptées et servent de structure de la terrasse. Et tout ceci a été analysé d'un point de vue technico-assurantiel avec à la fois notre assureur interne ville, mais également avec l'assureur du charpentier métallier. Et ceci a pu se faire sans difficulté grâce à un protocole qui a été élaboré et suivi. Isabelle Lardin, je vous laisse encore 5 petites minutes. Oui, je vais aller très vite parce que j'ai presque fini. Prenez votre temps, mais sur 5 minutes. Très bien. Des cloisons amovibles à partir de déchets textiles et une isolation à partir de laine de verre de réemploi pour le deuxième étage. Donc là, vous avez juste une petite... Oui, je vais vous laisser parler. Non, mais c'est juste, il manquait les stores qui sont en toile de montgolfière. Oui, complètement, j'ai voulu aller vite. Que j'ai adoré. Et voilà, mais elles n'apparaissent pas sur ce message, mais quand même une grande originalité de pouvoir faire des toiles de store avec des toiles de montgolfière. Voilà. Très bien, oui. En fait, c'est avec... la nuit dans les nuages qu'on a pu le faire. C'est vrai qu'il y a tellement de choses que du coup on t'entend. Oui, ce ne sont que quelques petits exemples finalement, tellement il y en a eu sur cette opération. Et je crois qu'il y a aussi les luminaires qui sont faits avec du papier de cuisson recyclé. Oui, exactement, avec Fritz Jacquet Junior en fait, et on a pu du coup faire tous les luminaires et on en a récupéré d'autres d'un autre chantier également. Mais voilà, je vous conseille surtout de venir visiter, comme ça vous verrez tout ce qu'on a pu réaliser. Alors là, vous avez donc en image des photos du chantier pour du coup illustrer ce qui a été réellement mis en œuvre, donc avec la dépose des marches granito de la cage d'escalier Seine-Saint-Denis Habitat, le remploi des poutrelles, les cloisons à base de chutes de textiles amovibles, le chantier pierre sèche, les plattelages et l'isolation du R+1. Donc le résultat, donc je vous montre quelques photos rapidement. Les fameuses cloisons amovibles, l'aménagement donc de la cuisine et notamment pour information, donc on a récupéré donc des murs en fait en béton du chantier de Porte-Maillot et qui a servi de dalle de sol pour la cuisine. Et voilà. Alors donc merci Isabelle. Donc dans les solutions techniques qui ont été mises en œuvre, il y a donc cette citerne de récupération d'eau de pluie qui donc est située sur la terrasse et qui va servir pour alimenter les sanitaires et l'arrosage donc des espaces verts du site. Le sujet énergie, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y avait une ancienne chaudière fuel donc qui a été remplacée par une chaudière à condensation appelée qui a été mise donc, dans les sous-sols du bâtiment. Il y a également une petite innovation qui a été mise en place dans la salle commune de conférence, en fait, qui est une ventilation naturelle double flux, dont les prises d'air d'ailleurs et rejets d'air sont sur la toiture, la petite toiture terrasse au R+1. Bien sûr, le projet a été isolé par l'intérieur avec au rez-de-chaussée de la laine de verre, au rez-de-chaussée l'isolant métis, donc avec 18 cm, une résistance de 4,6, donc plutôt des très bonnes performances, et au niveau R+1 de la laine de verre, mais qui vient d'un chantier de démolition, donc là aussi du réemploi. En termes de bilan de l'opération, donc il y a le bâtiment
Alors, il n'était pas officiellement soumis finalement à la RTX globale, mais il y a eu un choix quand même de viser des performances importantes. Donc, par rapport à cette RTX globale, on a un gain de 53%. On est donc à 96 kWh d'énergie primaire par mètre carré an. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc là aussi, grâce à la chaudière pelée, on se retrouve à une réduction de 64% des émissions de CO2 liées à la partie, alors à la fois sur la partie énergie, mais également sur la partie qui est liée au réemploi, puisque là, tout le réemploi qui a été mis en place sur le projet permet d'économiser 80 tonnes sur le projet. Et en termes d'approvisionnement, donc en matériaux nouveaux, en masse, nous sommes à 80% de matériaux issus du réemploi et de la réutilisation. Et en gestion des durables, nous avons un taux de valorisation matière de 96%, dont 50% en réemploi et réutilisation. Voilà, je propose qu'on avance. Et puis pour terminer, il y a eu un calcul effectivement d'analyse du cycle de vie qui a été réalisé sur le projet. 2 calculs simultanés, l'un comme si finalement il n'y avait pas de réemploi sur le projet, donc qui est la barre de droite, mais qui n'est pas la réalité, hein, c'est juste un cas hypothétique, et le cas réel qui est celui avec toute cette prise en compte du réemploi, qui montre quand même qu'on a un gain de 31%. Donc, ce n'est pas négligeable. Et notamment, ça a permis d'économiser à peu près 90 kg de CO2 par mètre carré. On est sur un bilan global de l'opération qui est à 200 kg, à comparer avec un bâtiment neuf qui finalement est entre 800 et 1000 kg. Donc, on est quand même sur une performance carbone qui est très, très performante. Bon, là, c'est juste pour dire, le projet, il respectait même les seuils BBCA, même s'il n'y a pas de labellisation qui a été recherchée, mais c'était, de souhaiter, il y avait un souhait de pouvoir vérifier qu'on était bien conforme. Et là, vous avez justement un focus sur les résultats de cet ACV, où vous voyez qu'en fait, dans les lots principaux, on trouve, comme dans toutes les réhabilitations, finalement, le lot chauffage, ventilation, qui est prioritaire, avec le lot courant fort. Ce sont les 2 lots les plus impactants et pour lesquels aujourd'hui c'est pas si évident de pouvoir les optimiser, et pour lequel le réemploi n'est pas toujours possible, d'aller chercher des vieux câbles. Et puis l'autre lot qu'on trouve couramment en rénovation, c'est tout le sujet du cloisonnement intérieur. Bon, là, heureusement, il y a eu beaucoup de réemploi qui a pu être réalisé, et notamment avec beaucoup d'isolants de matériaux biosourcés. Voilà, et donc tout ça pour vous dire en conclusion que vous pouvez aller sur le site La Passerelle écologique, vous verrez donc tout le retext qui a été formalisé, et puis il va être encore alimenté par les dernières retours qu'on est en train de rédiger, articles et vidéos. Vous pouvez également vous inscrire à des visites dans lesquelles on vous explique donc ce chantier et cette maison. Donc vous avez à la fois sur le site de la Passerelle écologique, mais aussi sur le site des canaux. Nous sommes en train de créer un dispositif de formation avec des différents partenaires, donc les canaux, la structure édifice, Ecopolis, la ville de Paris, pour du coup proposer un dispositif transversal de formation sur le réemploi et la réutilisation pour du coup permettre au plus grand nombre de pouvoir réaliser ce type de pratique. Et enfin, vous avez une illustration des différents prix que nous avons reçus pour cette opération. Voilà. Merci mesdames. Merci. Alors, on va passer peut-être à quelques questions rapides. Peut-être si les questions sont destinées à Nathalie Chang d'abord, puisqu'elle doit partir dans une autre salle. Voilà, faire une autre présentation. Peut-être ceux qui veulent lui poser une question. On va commencer par elle, s'il vous plaît. Oui, bonjour. C'était pas pour Madame Chang, c'était pour l'école maternelle tout à l'heure. Je voulais juste savoir, au niveau réglementation feu, réglementation incendie, comment vous en sortiez? Pour ce qui est de la réglementation pour le bâtiment, il n'y a aucun souci. On est complètement conforme, évidemment, à la réglementation incendie. C'est tous des matériaux bois, c'est tous des matériaux ressourcés qui sont labellisés M0, ainsi de suite? Ah non, pas du tout. La sécurité incendie, c'est pas seulement la nature des matériaux.
La sécurité incendie, c'est l'effectif, les dégagements, la hauteur du bâtiment, les cloisonnements. Et puis, ces matériaux sont protégés. Par exemple, on a des murs en paille qui sont enduits avec des enduits en terre qui sont complètement coupe-feu. Toutes les cloisons sont conformes à la réglementation incendie. D'accord. Et la structure préau aussi, elle est conforme? Oui, elle tient le temps qu'il faut. Une fois que le bâtiment est livré, la sécurité incendie est totalement assurée. Ah ben oui, et surtout avec des enfants, on ne se permettrait pas de prendre ce genre de risque. Bonjour. Louis Autevar de la société Isoem. On produit des blocs de chanvre secs pour la rénovation et pour la construction. J'entendais au début de votre discours tout à l'heure que vous évoquiez le chanvre, notamment dans les habitudes de construction qui doivent changer au niveau des maîtres d'œuvre, des architectes, etc. Aujourd'hui, pour vous, quels sont les freins à ces matériaux qui, selon moi, devraient être beaucoup plus répandus que ce soit pour des travaux d'école, des bâtiments publics, mais aussi pour les privés. Aujourd'hui, quelles sont les craintes que peuvent avoir les architectes ou les maîtres d'œuvre et comment on peut réussir à éteindre ces craintes et à répandre un peu plus ces matériaux biosourcés qui sont aussi performants et des capteurs de carbone très importants. Merci. Moi, je dirais que les craintes, le frein principal, c'est l'habitude. C'est ce que j'expliquais un peu au début. C'est l'habitude fait que il y a des matériaux qu'on utilise tout le temps, qui sont industrialisés, qui sont vendus dans toutes les plateformes, que les entreprises connaissent. Quand on fait quelque chose de nouveau, il y a toujours un moment où c'est plus cher. Le béton, quand on a inventé le béton, était plus cher que le bois. Maintenant, il est moins cher parce que c'est ce qu'on fait partout et c'est normalisé, c'est industrialisé, etc. C'est sûr que le chanvre, moi, pour avoir fait un bâtiment avec des enduits chanvre chaud intérieurs qui sont à la fois isolants et régulent l'humidité. Alors, c'était en Champagne-Ardenne, il y avait la chanvrière de l'Aube, c'était des matériaux locaux, etc. Le confort qu'on avait dans ce bâtiment, avec des températures bien plus basses que celles qu'on utilise normalement pour être confortable, était inégalé. Et moi, je dirais, ce qui peut permettre à la filière d'avancer, c'est qu'on construise des bâtiments comme ça et que les gens ressentent le bonheur que c'est d'y habiter. Voilà. Après, pour ce qui est de toutes les normes, le problème aussi, c'est que quand on change les habitudes, il faut aussi changer les modes de calcul. Les calculs, c'est merveilleux. Parce que, on aime bien en France, il faut que ça soit X% de ceci, etc. Mais les chiffres peuvent raconter des tas de choses et le moteur de calcul qu'il y a dans nos applications, il y a un ingénieur qui a mis un certain nombre de paramètres. On ne sait pas forcément tous ces paramètres-là et il y a des choses on a un peu simplifié. Donc, à un moment, on ne s'est pas trop occupé de savoir s'il y avait de l'humidité dans l'air, parce que c'est pas si on s'occupe. Voilà. Donc tout ça, ça évolue, et c'est comme ça qu'on va y arriver, j'espère. Et puis, heureusement, parfois, il y a des crises. Les crises permettent de changer les habitudes. Vous voyez, quand il y a eu les grèves de transport, et puis le Covid derrière, les Parisiens se sont mis à faire du vélo. Et ben c'est pareil avec l'isolation, c'est-à-dire que si on ne peut plus fournir de certains matériaux parce qu'ils viennent de beaucoup plus loin, etc., on va peut-être réapprendre à travailler avec les matériaux locaux. Et on voit bien que c'est la beauté de nos villes anciennes, c'est lié à le fait d'avoir utilisé aussi la contrainte. En fait, la contrainte est créative, la beauté naît aussi de la contrainte. Donc, moi, j'espère que tous ces matériaux biosourcés, ils vont devenir de plus en plus la norme. En fait, l'habitude va changer, quoi.
Merci Manuel Pat. Oui, il y a même un film qui s'appelle Vive la crise. Peut-être une dernière petite question très très rapide, parce qu'on est un peu en retard. Bonjour. Très rapide, petite question rapide et réponse rapide. Voilà. Alors je fais rapide. Bonjour, Clément Le Saint, Martin Calais, construction modulaire. Par rapport au réemploi, alors il existe des maîtres d'ouvrage engagés, la ville de Paris, bravo, et des labels, mais aujourd'hui on a un cadre normatif et réglementaire qui ne pousse pas du tout au réemploi. Et d'après ce qu'on a compris ce matin, ça ne sera pas avant 2030. C'est des échanges et des expérimentations qui ont lieu, mais il n'existe pas de marché à proprement parler en dehors d'initiatives isolées. Donc ma question, elle est aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, quelle assurabilité, quelle acceptabilité par un bureau de contrôle, parce qu'on a quand même énormément d'éléments qui sortent de mode constructif traditionnel. Voilà, une réponse rapide, s'il vous plaît. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, le premier point important, c'est de recourir à un bureau de contrôle qui est ouvert à ces techniques de réemploi et de réutilisation. Et il en existe de plus en plus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, systématiquement, on s'est retrouvé en technique courante, puisqu'en fait, on a prouvé la preuve que les différents matériaux et réemplois avaient donc les performances techniques qui étaient nécessaires pour les différents usages, ce qui a permis au bureau de contrôle de faire, avec son analyse des risques, de nous donner un accord sur l'ensemble des matériaux et produits. Comme je vous l'ai dit, le seul sujet sur lequel il y a eu une réflexion un peu plus poussée, c'est sur le réemploi des poutrelles métalliques. Merci beaucoup à tous. On remercie aussi nos intervenants, même si Nathalie Chang est déjà partie, mais voilà, on en a encore deux ici. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est à la serpe.